Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce pitch du projet. Donc, on avait 3, 4, non, on avait 2, 3, ensuite on a eu 4, 5. Donc, ça va être le pitch du projet 6, classifier automatiquement des biens de consommation. Alors, c'est une nouvelle série de petites vidéos que je fais pour vous faire le pitch des différents projets et pour vous donner un peu un plan global de comment on va travailler et puis vous donner des indications en termes de plan d'action, plan d'attaque, on va dire, pour perdre le moins de temps possible sur les étapes préliminaires ou le fait de se perdre dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Donc, on est parti. Donc, on attaque un nouveau projet, un peu différent des projets qu'on a l'habitude de traiter. Dans le sens où on ne va pas travailler sur des données dites tabulaires. On va travailler sur des données de type texte et de données de type image. Donc je suppose dans cette vidéo que vous avez déjà lu le pitch du projet. Si ce n'est pas le cas, mettez pause, lisez le pitch du projet et puis revenez sur la vidéo parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre tout ce que je vais vous raconter. Donc on va faire donc de la classification. Donc on retourne dans un problème supervisé. On avait fait déjà de la régression, donc de l'apprentissage supervisé en mode régression, quand on a deviné la valeur de consommation d'un bâtiment. On a fait ensuite du non supervisé quand on a fait de la clusterisation. On a fait une classification mais sans avoir de classe prédéfinie. Là, on va faire de l'apprentissage supervisé avec de la classification. On ne va pas essayer de deviner un chiffre, on va essayer de deviner l'appartenance ou pas à un groupe sans qu'il y ait d'ordre a priori entre les groupes. Donc on va avoir un data frame avec un certain nombre d'éléments, donc le prix, le nom du produit, la description du produit, etc. etc. et puis l'image du produit. Donc ce que je vous invite à faire comme d'habitude, on se fait un premier notebook je vais dire, first contact, on va dire. Avec bah, la lecture du DF, les NaN, euh, le describe, etc., etc. On va passer assez vite sur cette partie parce que finalement, on va pas tant travailler que ça sur ce data frame. Sur ce data frame, il y a deux, trois choses qui vont nous intéresser quand même. Il y a l'ID du produit, plutôt l'ID de l'image du produit, de l'image du produit. Il y a la catégorie du produit, la catég du produit. Donc je ne vous donne pas le nom de la colonne, mais je vous laisserai le deviner. Et on verra qu'il y a une problématique sur la catégorie du produit, puisqu'il y a une espèce de liste de sa classe première, sa classe deuxième, sa classe troisième. Donc il va falloir extraire à minima la première classe. Et puis éventuellement, si on veut aller sur une deuxième itération du travail, on ira travailler sur la deuxième classe du produit. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Eh ben, on va regarder la répartition des classes, forcément, hein, pour regarder combien il y a de classes, de produits de classe X, de produits de classe Y, etc. Euh, et puis, bah, finalement, c'est un peu tout. On peut éventuellement regarder les prix, on peut éventuellement regarder le descriptif du produit, on peut regarder le nom du produit. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est tout. On va pas aller bien bien plus loin. On va s'arrêter là parce que ce qui va nous intéresser, ça va être directement sur la partie traitement de texte et ensuite euh, sur la partie traitement d'image. Alors, dans ce premier notebook, qui est entre guillemets un notebook d'exploration, ce que je vous invite quand même très 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 fortement à faire, c'est vous amuser euh, à par catégorie, imprimer 10 descriptions au hasard et lire les 10 descriptions au hasard. Par catég, 10 textes, enfin 10 descriptions au hasard. Et puis éventuellement, je vais mettre 2 points, alors c'est écrit n'importe comment, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. 10 descriptions au hasard et 10 images. Alors soit vous faites catég, 10 textes, 10 images. Soit vous faites pour un produit et son image et sa descre,
Euh, bon, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir 10 descriptions au hasard pour une catég, 10 images au hasard pour une catég, et de couvrir un peu comme ça à chaque fois les deux, pour regarder un petit peu, bah déjà, comment est-ce qu'on va faire le truc, enfin, comment est-ce qu'on va afficher une image dans un notebook, pour vous imprimer les 10 textes, regardez éventuellement, alors ça peut être 10, 15, 20, hein, mais voilà, avec l'œil, commencez à lire les descriptions, regarder des mots-clés, avoir une première sensibilisation, etc., etc. Et pour les images, bah, ça peut être 10, 15 ou 20 si vous voulez. Mais regardez un petit peu, est-ce qu'il y a une grande variance dans une catégorie? Si par exemple j'ai une catégorie type montre, est-ce que les produits sont plutôt cohérents? Mais si j'ai une catégorie home furniture par exemple, est-ce que les produits sont très, très similaires, très simples? Ou est-ce qu'il y a une grande variance dans les données? Alors moi je m'étais amusé à faire un premier algo de classification en jouant sur le prix, le pourcentage de réduction. Je m'étais amusé à faire et puis la longueur du texte, etc. Bon, c'était vraiment une vingtaine de lignes pour m'amuser et puis pour la beauté du geste. C'était pas très significatif, bien sûr, mais c'était juste pour m'amuser. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je vous le conseille pas formellement. Euh, voilà. Si vous avez 10 minutes à perdre, faites-le, sinon ne le faisons pas. Donc ça, on va dire, c'est la première partie, c'est la partie analyse du notebook. On prend connaissance de notre sujet, on comprend où est-ce qu'on veut mettre les pieds. Il est dit dans le descriptif du projet qu'on veut vraiment faire une étude de faisabilité et non pas qu'on veut faire la faisabilité. Bon, en vérité, on peut parfaitement faire et la partie faisabilité et la partie classification avec le score, etc., hein. Les deux vont de pair, l'un est le prolongement de l'autre. On verra de quelle façon on peut faire les deux, mais en général, on fait les deux. Et ben maintenant qu'on a regardé un peu tout ça, ben, on va plonger dans le grand bain et on va faire tantôt la partie NLP, tantôt la partie image. Alors, ce que je vous conseille quand même dans un premier temps, c'est de faire la partie texte, donc la partie NLP, qui est peut-être plus abordable, plus simple de prime abord, et encore quoique. On va faire le premier notebook sur la partie NLP, le deuxième notebook sur la partie image, et éventuellement, je le mets en parenthèse, on se demandera comment est-ce qu'on fait pour faire et NLP et image. Donc si vous êtes un peu en retard, ou si vous avez tendance à vous perdre, cette partie-là, on va la mettre à la poubelle. Si on a l'envie, on a la possibilité, on la fera, on ira regarder ce qu'on peut en tirer. Donc, sur la partie NLP, on a déjà fait nos 10 descriptions, bah, pas de souci. On va avoir en fait une première approche. Alors, je vois pas pourquoi c'est en B. Hop là. On va avoir une première approche et une deuxième approche. Un premier et deuxième. La première approche, ça va être, moi, ce que j'appelle l'approche fréquentiste, ou on va dire all-timer, à l'ancienne. Et la deuxième, ça va être une approche qu'on va dire embedding, slash new gen. Donc sur la partie NLP, hein, je parle uniquement. La partie fréquentiste, ça consiste en fait à ne prendre que les mots, mais à cleaner suffisamment ces mots pour obtenir en fait une sorte de fonction un peu universelle qui va prendre les descriptions et qui va les traiter de sorte à avoir juste une liste des mots sans les virgules, sans les points, avec la racine des mots, sans les nombres, etc. etc., etc. Donc on va en fait transformer notre corpus, enfin je vais parler de texte, notre texte dans une suite de mots, on va dire à valeur ajoutée, de mots AVA. Puis ensuite, on va tout simplement compter le nombre de mots par texte. Et c'est à ce moment-là où en fait on va passer d'une chaîne de caractères à des données tabulaires. Chaque colonne en fait représentera un mot. Alors, le chat est rouge, le chat est bleu, le chat est vert. Ça va se transformer en un data frame avec une colonne le, une colonne chat, une colonne et puis après on aura rouge, vert, bleu, etc. Et donc on aura 1, et puis si j'avais le chat est noir, noir j'aurai une colonne. Ou si j'avais noir, oh que ce chat est noir, il est plus noir que tous les chats que j'ai jamais vus qui étaient noirs, eh bien on aura noir 3 ou 4 fois. Donc ça c'est ce qu'on appelle un count vectorizer. Le problème de cette méthode-là, c'est que si j'ai le écrit 4 fois dans tous les textes de ma liste de textes, en fait, on sent bien que le ne nous apprend pas grand-chose au final. C'est-à-dire qu'il ne caractérise pas tant le corpus que l'on a, le texte que l'on a.
Donc, plutôt que d'utiliser un simple count vectorizer, on va utiliser un algorithme qui s'appelle TF-IDF, que je vous laisserai découvrir. On en parlera en mentorat. IDF, pardon, je fais n'importe quoi. Et cet algorithme TF-IDF, il a, je vais la faire très très grosse, mais il a pour propriété de prendre en compte cette histoire de fréquence relative. C'est-à-dire, est-ce que ce mot est présent dans la description, mais aussi extrêmement présent dans les autres? Et il va nous renvoyer une idée de l'importance de ce mot, non seulement par rapport à la description qu'on a, mais par rapport à l'ensemble du corpus. On veut des mots qui sont fortement caractéristiques d'une description, mais qui ont un sens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop dispersés sur l'ensemble du corpus. Et on va calculer ça avec l'algorithme dit TF-IDF. Le problème d'avoir fait ça, c'est qu'on va se retrouver au final avec un... On va passer d'une liste de texte à un data frame, mais on va se retrouver avec un data frame qui a énormément de colonnes. Et le problème de ça, c'est que ça va nous embrouiller, entre guillemets, quand on va vouloir faire passer des algorithmes. Donc là, il va falloir utiliser des méthodes de réduction de dimensionnalité. On va en voir plusieurs, on va revenir sur la PCA, et on utilisera la PCA plutôt en fait pour faire une sorte de threshold, c'est-à-dire dire éliminons les 10% des dimensions qui ont le moins de variance. Donc on ne va pas tant l'utiliser comme méthode de visualisation, mais plus comme supprimer la queue de la comète en termes de variance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va également regarder comment est-ce qu'on pourrait supprimer des mots qui seraient trop présents, quelles que soient les catégories. C'est-à-dire, si un mot est très présent, bah, pourquoi pas? Mais s'il est très présent que pour une catégorie, c'est peut-être qu'il va nous aider à identifier la catégorie. Si par exemple, si par contre, il est très présent, il sort à chaque fois le mot le plus présent, quelles que soient les catégories, bah, ce mot-là, effectivement, on va pouvoir l'enlever. Soit on l'enlèvera à la main, soit on l'enlèvera de façon arithmétique. On va faire une PCA, on va également faire un t-SNE, qui est une méthode de projection un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui va nous permettre de projeter nos individus. Et une fois qu'on aura utilisé, alors on va utiliser potentiellement aussi un SVD, on utilisera peut-être d'autres méthodes de réduction de dimensionnalité. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, tout simplement, on pourra lui mettre un k-means, c'est une méthode non supervisée, k-means, avec le nombre de classes qu'on avait. On ne va pas chercher toutes les classes, hein, on va chercher le nombre de classes qu'on avait, classes connues. Je rentre un peu dans le détail, c'est peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et puis calculer un array score. Ou regarder la projection, la différence entre la projection de nos individus et la projection qu'on avait des vrais individus. Regardez si la projection est plus ou moins cohérente. Comprendre où est-ce que nos groupes ont l'air cohérents et où est-ce que nos groupes ont l'air moins cohérents. Différence, la projection, je veux dire, officielle, des groupes officiels et prédite. Voilà. Et puis, bah, si on a ça, on pourra s'amuser à passer un algorithme de classification. On ne va pas s'embêter sur des algorithmes de classification trop complexes. On ira directement sur un random forest et on passera le projet en supervisé. Voilà pour décrire un petit peu ce qu'on va faire. Donc ça s'utilise avec Spatie, ça s'utilise avec NLTK, enfin, voilà, on verra les stop words, on verra toutes ces technos-là. Mais on est sur une approche un peu à l'ancienne. La deuxième méthode qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui n'existait pas il y a de cela 4-5 ans, en tout cas qui n'existait pas quand moi j'ai commencé, c'est ce qu'on appelle l'embedding. L'embedding, ça consiste à donner du sens soit aux mots, soit aux phrases, soit au texte directement. Euh, je parlais, quand on parlait du problème de clustering, je disais, ben, on pourrait prendre nos variables, enfin, on pourrait prendre nos catégories de produits et faire un embedding en donnant une composante utilité. Est-ce que les pattes, c'est très utile et la PlayStation, est-ce que c'est très utile? Une composante technologique, est-ce que les pattes ou la table, c'est très technologique? Est-ce que la PlayStation, c'est très technologique? Est-ce que c'est un produit qui est plutôt lié à l'homme ou plutôt utilitariste? Par exemple, des vêtements, ça se porte sur soi, mais la PlayStation, ça reste un objet. Donc, le niveau d'humanité, entre guillemets, de l'objet. Et si on avait fait ça, on aurait transformé nos différentes catégories dans des composantes vectorielles qui auraient pu être utilisées. Et bien c'est un peu ce qu'on va faire avec l'embedding. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, ce mot, si on veut le vectoriser,
comment est-ce qu'on fait? Alors, on va pas le faire nous-mêmes, on va utiliser des algos qui ont déjà été proposés, qui ont déjà été validés, mais qui vont vectoriser tantôt un mot, tantôt une phrase, tantôt un corpus. Le cas très connu que je vous donnerai, c'est roi moins homme plus femme égale reine. C'est-à-dire que je prends mon roi, je prends mon mot roi, je prends mon mot femme, je prends mon mot homme, je les transforme en vecteurs. Maintenant, je peux faire une addition et une soustraction. Donc, je fais le vecteur roi moins le vecteur homme plus le vecteur femme. J'obtiens un nouveau vecteur. Et maintenant, je lui demande de me trouver le vecteur correspondant le plus proche en termes de distance. Donc, on va voir travailler sur les distances euclidiennes, les distances de Manhattan, etc. Et du coup, le vecteur le plus proche de cette opération arithmétique, ça va être le vecteur reine. Et on comprend bien que du coup, on peut traiter les mots de façon avec du sens en fait. Typiquement, si je lui dis prends le chien, donc le chien transforme-le en vecteur, prends domestique, transforme-le en vecteur, prends sauvage, transforme-le en vecteur, et maintenant je fais, non pas les mots mais les vecteurs, je fais chien moins domestique plus sauvage, j'obtiens un vecteur, calcule-moi le vecteur de mots le plus proche, ça va être le loup. Quand on a compris ça, en gros, on a tout compris sur l'embedding. Donc on ira non pas appliquer des méthodes traditionnelles de TF-IDF ou de current vectorizer, et encore, quoique on peut le faire, mais on ira utiliser des méthodes d'embedding, et on viendra, pareil, appliquer des méthodes de réduction de dimensionnalité, des k-means, pour faire le projet en preuve, en faisabilité, puis des méthodes des méthodes non supervisées, donc avec le k-means, puis des méthodes supervisées, pour calculer directement en fait l'accuracy score, hein. Là-dessus, ça fait pas de doute. Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, que la première approche était obligatoire. On a rajouté, et c'est heureux, la deuxième approche, qui aujourd'hui est une méthodologie qui est reconnue, quoi. Enfin, c'est exactement comme entre la régression linéaire et les random forest. Avant, on avait l'approche fréquentiste, aujourd'hui, on a l'approche embedding. Pour la partie image, ça va être un petit peu différent, mais en fait, on va garder la même logique. On va avoir une première approche avec les méthodes, notamment ORB, je vais en parler dans 2 secondes, et puis une deuxième approche avec la partie CNN. L'approche ORB ne marche pas très bien, mais c'est intéressant de la connaître, et on verra à quoi elle peut nous servir. L'approche CNN, pour elle, marche très bien, et on verra est-ce qu'elle est plus performante ou moins performante que l'approche NLP. Idem en fait, hein, j'ai envie de dire que transformer texte et les mots AVA, ça va plutôt ici en fait, hein. Pareil ici, on va déjà devoir travailler sur le pré-processing en fait, hein. Ça c'est du pré-processing finalement. On va devoir travailler sur le pré-processing de nos images. Et donc on verra les problèmes de dimension, les dimensions d'image. On verra les différents filtres que l'on peut appliquer pour que ça soit en noir et blanc, par exemple, ou pour supprimer le bruit, pour rajouter du bruit, pour égaliser les fréquences, l'histogramme des fréquences, on verra pourquoi c'est intéressant, etc. Et une fois qu'on aura ça, on va utiliser les deux approches. Alors, la méthode ORB de mémoire, c'est ce qui consiste à utiliser des bags of images, non pas des bags of words, mais des bags of images. Puis, donc ça calcule en fait des descripteurs qui sont des points d'intérêt de l'image. Et d'une certaine façon, on va réussir à revectoriser notre image qui était, donc à retransformer dans une problématique tabulaire des données qui à la base ne l'étaient pas du tout. Et en fait, pour le coup, c'est à peu près la même chose. On reviendra faire notre PCA, notre t-SNE, notre k-means, regarder la différence des projections, et puis après faire transformer le problème en supervisé. En fait, une fois qu'on a un peu compris ça, on a compris en gros on a compris le gros du projet. Et la deuxième approche, c'est l'approche CNN. On essayera de voir comment est-ce qu'on peut entraîner un réseau de neurones. Alors d'abord un réseau de neurones dit classique, ou dit, chez nous on dit fully connected. Et puis dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce que c'est qu'un CNN, un Convolutional Neural Network,
en quoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça nous permet de faire. On pourra entraîner un premier CNN sur un autre problème, puis voir si on entraîne notre CNN sur ce problème-là, comment ça marche. Et une fois qu'on aura constaté les performances, on dira, mais il existe à ce jour des réseaux pré-entraînés qui ont eu des très bons résultats. Donc on verra ce qui s'appelle le transfer learning et le fine tuning. Et donc on ira en fait pomper des algos qui sont très très bons sur des problèmes de classification pour classifier, je sais pas, 1000 images par exemple. Mais nous, on ne s'intéressera pas tant à l'algo en lui-même. On ira lui demander de prendre que la partie pré-processing, c'est-à-dire transforme l'image que je te donne en un vecteur. On ne va pas le réentraîner, on va juste l'utiliser comme une méthode pour transformer une image en vecteur. Et après, ben, on va retomber sur notre histoire. PCA, TSNI, SVD, on regardera un peu les différentes méthodes de réduction de dimensionnalité. Un K-means, regarder la différence de projection et éventuellement lui passer un random forest. Voire encore mieux sur ce projet-là, on ira réentraîner. Oh là, j'écris n'importe comment. L'algo, c'est une catastrophe, mais uniquement sur sa couche de prédiction, pas sur sa couche d'embedding, justement. C'est pas de l'embedding pour le coup, c'est toute la partie en fait qui va consister à transformer l'image dans un vecteur, hein, un flatten vector. On dira, ça tu gardes, par contre, à partir du moment où tu as le flatten vector, tu prends ton fully connected, et ces couches-là, tu les réentraînes, mais tu ne réentraînes pas là-bas. Et on verra la différence finalement entre le résultat qu'on a ici, le résultat qu'on a ici, le résultat qu'on a ici et le résultat qu'on a ici. Et déjà, quand on aura fait ça, on aura bien bossé. La dernière petite couche, si on a envie d'aller un step plus loin, ça sera de dire, bah, maintenant on a un algo qui transforme sur le NLP, un algo qui transforme sur l'image. Comment est-ce qu'on obtient quelque chose de mieux en utilisant les deux méthodes combinées? Et on verra éventuellement qu'est-ce qui s'offre à nous de ce côté-là. On viendra constater ou pas, et j'insiste sur le ou pas, une amélioration sensible des résultats. Voilà pour vous décrire le projet. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Soyez surtout pas effarouchés par le niveau de complexité du projet, ça se fait très très bien. Pour le coup, on a vraiment des cours qui sont intéressants à notre disposition. On a des ressources également qui sont intéressantes à notre disposition. Il faut juste bien séquencer le travail. Premier travail d'exploration, de prise de connaissance des données. Travail sur le NLP en 2 étapes. Travail sur l'image en 2 étapes. Et puis une dernière étape si on a le temps ou l'envie, ou pas d'ailleurs, en fonction du temps, en fonction de la complexité. Voilà, je vous dis à très vite en mentorat, et puis amusez-vous bien.